Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube et sur Facebook, c'est Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM. Bonjour Loïc. Bonjour David Jaco. Tous mes voeux, bonne Merci année. également. Bon, c'est sport ça, hein, ça commence bien, fort, hein. l'année est très forte. Oui. Plein de sujets à voir ensemble. On parlera à un moment donné de l'immobilier, du prix de l'immobilier à la montagne. On va parler du prix de l'immobilier en France. Mais d'abord, le statut du bailleur privé. On parle de l'immobilier locatif en France qui est totalement déprimé depuis que le Pinel a disparu fin 2024, c'est ça. Et donc, on nous a parlé d'un statut du bailleur privé, donc favorable, avec des avantages pour relancer l'investissement locatif. Et donc, le marché du neuf, le marché de la construction, on sait bien qu'il y a une crise de logement en France. Il devait y avoir un truc dans le budget, finalement. Il n'y a plus de statut du bailleur privé, mais il y a un dispositif qui est le dispositif Jeanbrun du nom du ministre du Logement. Mais qui est un statut du bailleur privé. Donc, c'est un statut du bailleur privé. Voilà, absolument. Puisque dans tous les cas, la loi de finances qui va être adoptée, sous l'effet du 49.3, ne peut reprendre que des amendements déjà adoptés, notamment en séance plénière de l'Assemblée. Mais on se place dans la... Absolument. On se passe, donc il faut présenter un projet de loi de finances, et dans tous les cas, il y a un dispositif qui a été retenu, qui a fait l'objet d'un consensus, et qui a beaucoup évolué aussi. Qui a beaucoup évolué, qui a été amendé. Oh là là, n'en parlez pas. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est fait pour aider celles et ceux qui veulent acheter dans le neuf, dans l'ancien, pour louer pendant 9 ans, et être aidés? Qu'est-ce qui est retenu si vous voulez, c'est quelque chose, d'abord, premièrement, c'est le long aboutissement d'une demande plébiscitée par la profession depuis 15 ans, d'avoir véritablement une reconnaissance, notamment du bailleur, de l'investisseur, comme étant un producteur de logements et lui donner un avantage sous l'angle d'un amortissement, comme on le fait, je dirais, sur d'autres biens. Il est retenu un amortissement pratiqué à hauteur de 3,5%. Alors pardonnez-moi, c'est un peu technique, cher David, parce que c'est 3,5 pondéré à 80%. On aurait pu dire 2,8%. C'était une simplification élémentaire. Donc en réalité, c'est 2,8% d'amortissement qui est pratiqué au titre de l'investissement par an. Montant de l'opération, montant de l'acquisition. J'achète 200 000. Oui, c'est bien qu'un petit chiffre. 2,8. 5 600 d'amortissement possible. Donc je réduis mon impôt sur le revenu. Tout à fait. Alors comment ça se pratique ? Si vous achetez 3% de rendement à un appartement à 200 000, ça vous fait 6 000 euros de loyer par an. Ça va. 5 600 d'amortissement qui vient en déduction des revenus encaissés. C'est-à-dire qu'il ne reste que plus que 400 euros, je dirais, de masse de revenus imposables. Et notamment ces 400 euros auxquels viennent s'ajouter les intérêts d'emprunt, la taxe foncière qui est également déductible et qui va générer un déficit foncier. C'est intéressant ça. Ce déficit foncier, il est reportable. Aujourd'hui, il n'y a rien. On passe de rien à ça. Voilà. Certains vont couiner en disant « mais c'est pas assez ». Alors, ce déficit foncier, il est imputable sur le revenu global. Déficit foncier. Alors, le déficit foncier, là je reviens à mon professeur. 5 600, ok. 6 000 de revenus. 5 600 d'amortissement. Il me reste 400. Si j'ai 1 000 euros de taxe foncière, c'est moins 1 400. C'est 400 moins les 1 000, moins 600. Si j'ai 1 000 euros d'intérêt... Moins 1 600. Moins 1 600. Mais moins 1 600 se répercuter sur le revenu global jusqu'à 10 700 euros. Tous les ans qu'on peut... Tout à fait. Et si j'ai un TMI, moi je donne l'imposition maximum à 45%. 45%, vous avez le gain d'impôt de 45%. Notamment, pas d'imposition sur le revenu foncier, et en même temps, une imputation sur le revenu global qui donne un crédit d'impôt. Voilà le mécanisme. Avec un potentiel crédit d'impôt. Tout à fait, parce que là, c'est un crédit d'impôt qui est généré par l'imputation du déficit foncier sur le revenu global. Tout c'est plafonné. Jusqu'à 10 700 euros imputation sur le déficit global. Mais l'amortissement est plafonné à 8 000. Alors, 8 000. Il ne faut pas y aller tout seul, il faut y aller 8 000, mais ça dépend de quel type de typologie d'investissement on choisit. Dans le neuf. On peut avoir l'investissement locatif, du social et du très social. Donc, 3,50... Neuf ou ancien? Neuf. Il n'y a rien dans l'ancien? Je vais passer à l'ancien. D'accord. 3,50 sur le neuf, si c'est normal. LLI, location intermédiaire. Elle est quoi? LLI, c'est-à-dire c'est une tarification, c'est un barème de location. Un montant de loyer qu'on ne peut pas dépasser. Prix du marché. Prix du marché. Ensuite, le social et le très social. Le social, vous passez de 3,50 à 4,50 et le très social, 5,50 d'amortissement. Oui, mais ce qu'on vient de côté, on le repère en loyer. Voilà, vous avez moins de revenus et donc plus de déductions d'amortissement. Il y a un équilibre, voilà, ça va faire marcher les calculatrices. L'un dans l'autre. Voilà. Je dirais que l'un dans l'autre, il fallait une mesure, un dispositif pour relancer la construction neuve, qui était à l'agonie. Voilà. Mais l'un dans l'autre, les meilleures années, je dirais, c'est 50-60 000 logements construits sous l'aspect de l'incitation fiscale sur tous les dispositifs que nous avons connus. Là, on était tombé à 3 000 ventes par an. Non, au lieu de 50 000. Absolument. Donc, sous l'effet de la suppression du Pinel. Dans le neuf,
Tout à fait. pour des investisseurs. Avec complètement chuté. Donc voilà, il fallait redonner un coup de booster. L'exercice n'a pas été facile pour Sébastien Lecornu. On le verra, l'épreuve de vérité, c'est vendredi, la motion de censure. Mais si par l'effet du 49.3 ça passe, c'est un exercice d'équilibrisme qu'il a fallu contenter, je dirais, toutes les tendances politiques et les 11 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Donc c'est un vrai coup de pouce fiscal pour inciter à l'investissement locatif. Oui. Dans l'ancien, c'est un bon dispositif. Dans l'ancien, avant de parler de l'ancien, juste déjà. Je dirais, c'est un dispositif, je dirais, qui profite et bien qui est un effet de levier important pour la construction neuve et relancer l'investissement locatif, qui profite aux ménages qui ont des taux marginaux d'imposition les plus élevés. Il y a quand même le revers de la médaille, cher David, c'est que si vous revendez, vous réintégrez l'amortissement déduit. Si on vend quand avant les 9 ans? Oui, tout à fait. Bon, et après 9 ans. Et après, vous les réimputez quand même. Donc... C'est comme en matière de l'AMNP. Aujourd'hui, la modification de la réforme... Attendez, imaginons que je revende au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, mais il faut réintégrer les amortissements pratiqués. Hein? Oui. Mais ça n'a aucun intérêt dans ce cas-là. C'est un calcul à faire. Alors après, on saura... Mais ça n'a aucun intérêt, pardon. On verra. Il faudra faire marcher les calculatrices. Est-ce que ça relève de la... Attendez, le gain qu'on a... Oui, on le réintègre en revenu. Ça dépend si vous êtes imposable, ça dépend si vous êtes beaucoup imposable, ça dépend si c'est... je dirais, le forfaitaire. Bon, mais bon, on ne revend pas. On en parlera encore. Dans tous les cas, voilà, c'est peut-être mort d'ici là. Bon, je dirais qu'il faut saluer quand même, aujourd'hui l'effort et notamment l'écoute de ce gouvernement sur un dispositif qui est absolument... Alors, l'écoute ou l'écoute? Parce que c'est un coût, pardon, je fais un jeu de mots. L'écoute, quel coût pour les finances publiques? Parce qu'il y a souvent eu ce débat sur le logement, l'immobilier, ça coûte cher au compte de l'État. Malheureusement, vous savez, l'étude d'impact est rarement faite, je dirais, quand on se précipite à adopter une mesure, et celle-ci ne l'a pas été faite pour bien d'autres dispositifs aussi. Donc on ne sait pas combien ça va coûter. Alors pour l'ancien, je voulais vous dire, il y a quand même pour l'ancien, il faudra faire 30% de travaux pour pouvoir avoir droit au bénéfice du même dispositif. Ouais, ça se regarde. Ça se regarde absolument parce que ça peut concerner des biens qui sont, je dirais, dans des conditions, je pense à des maisons aujourd'hui qui sont insalubres, qui demandent un coût de travaux important. Alors aujourd'hui, on a l'effet levier, la déduction des travaux sur notamment générer un déficit foncier, mais là, il y a quand même, je dirais, ça permet de générer aussi de l'amortissement et de façon importante. Bon, est-ce que c'est vrai que le logement rapporte 2 fois plus aux caisses de l'État que ce que ça lui coûte? J'ai vu passer ça. Au final, alors, oui, on dit que ça coûte à l'État. C'est une conférence de presse de la FNIM, mon cher David. C'est que oui, effectivement. Vous êtes sûr? Donc ça coûte à l'État 43 milliards d'euros et ça rapporte 99 milliards. Les recettes générées par l'immobilier rapportent plus que l'impôt sur le revenu des personnes physiques. 99 milliards contre 94 milliards pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Dans ces 99 milliards... Quoi d'ailleurs? Comment? Il y a quoi en termes de recettes fiscales? En termes de recettes fiscales? C'est droits de mutation? Dans tous les cas, on confond, on intègre tout. Hein. Les recettes des collectivités locales, la taxe foncière, la TVA, les droits de mutation, etc. Toutes ces recettes-là qui... Donc en France, l'immobilier rapporte plus à l'État que l'impôt sur le revenu? Oui, des personnes physiques, oui. C'est ce qu'on a démontré il y a un an, à l'occasion d'une conférence de presse. Et la part redistribuée par l'État sur l'accompagnement du logement, comprenant à la fois les aides au logement, les APL, ma prime rénov, tout ce qu'on a comme dispositif, c'est environ 40 milliards, notamment de redistribution, tant dans les collectivités qu'au niveau de l'État. Vous saluez donc ce statut du bailleur privé? Je crois qu'il faut être optimiste, parce que ce pays, on ne continuera pas si d'abord, premièrement, il fallait une loi de finances, il faut faire... Non, mais il n'y avait rien, surtout. Il n'y avait rien, donc oui, c'est une bonne mesure, une bonne disposition. Vous auriez souhaité quoi, vous? Il faudra l'améliorer, mais il faudra l'améliorer, avoir un fléchage. Vous savez, je crois qu'il faut aujourd'hui, les périodes à venir vont nous donner l'occasion de repenser un nouveau paradigme de l'immobilier et de la politique du logement. Un logement pour tous accessible. Là, on est sur un volet uniquement investisseurs locatifs. Il y a d'autres volets, notamment le volet accession à la propriété. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une paupérisation et un appauvrissement de l'accession à la propriété, et notamment chez les plus jeunes. Nous, c'est un combat que veut mener la FNIM, parce qu'il faut favoriser l'accession à la propriété, chiffre qui est en difficulté, mon cher David. Ouais. On est passé de 57,8% de propriétaires à 57% de propriétaires en l'espace de 12 ans. Donc il y a une paupérisation, et ce chiffre s'accélère, on continue à descendre, parce qu'on n'aide pas les jeunes à devenir propriétaires. Cette jeunesse, il faut la sauver, il faut l'accompagner et lui donner des moyens et des aides pour devenir propriétaire, sachant que là, le dispositif de statut du bailleur privé n'intéresse très souvent
que des Français qui sont très souvent déjà propriétaires. Donc je crois qu'il y a un double regard à avoir au niveau de la politique du logement. Il sera mis en vigueur quand? Il entrera en vigueur quand, ce dispositif? Mais dès que la loi de finances sera adoptée, immédiat, dans tous les cas, toutes les ventes, c'est d'effet immédiat, absolument, je pense. Un petit mot, parce que j'ai vu aussi que vous avez parlé de l'immobilier de montagne, il y a des chiffres sur... et on voit en fait, c'est assez intéressant, mais on s'en doute un petit peu, que les stations qui sont les plus hautes en altitude, évidemment, c'est les plus chères. Sont les plus chères, et voilà, parce qu'on a la garantie d'avoir de la neige. Oui, je dirais que de toute façon, ça fait partie des micro-marchés, un petit peu, c'est un exutoire pour des gens qui veulent à la fois une résidence à la montagne, qui aiment le ski, mais aussi l'activité de loisirs et d'été. Il y a autant d'attrait pour la résidence secondaire à la montagne qu'à la mer. Mais à la montagne, on a 59% de résidences secondaires, on n'a que 10% sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un marché qui est fortement impacté par un placement plaisir, un désir de villégiature. Il y a vraiment, placement plaisir, oui, absolument. Il y a vraiment des rentabilités. Non, il ne faut pas compter sur une rentabilité. Je crois que le prix, quand on a vu, il avait augmenté en l'espace de 33 mois, 27% d'augmentation. Là, il vient de reprendre 27% en 33 mois, avant Covid. Alors 12, avant 24, Covid. 36 en 3 ans. Ouais. En 3 ans. 3 ans, 27%. 9 points par an, les c'est prix quand même pas mal. immobiliers à la montagne. Voilà. Ah ouais, quand même. Et aujourd'hui, il a augmenté 3,5 en 6 mois. Alors ça, bien évidemment, le redémarrage de l'immobilier à la montagne, il résulte directement de la conséquence des 4 baisses successives du taux de la Banque Centrale Européenne, qui ont redonné des pouvoirs d'achat, même si la grande majorité des acheteurs de résidences à la montagne sont moins contraints par un crédit qui devient plus cher, avec des revenus plus élevés. Ouais, mais ce sont uniquement les stations au-delà de 1900 mètres d'altitude. Celles où il y a de la neige. Voilà. On voit leur prix monter quand on parle des... Voilà. Et les autres, il y a un dispositif d'accompagnement, elles suivent leur chemin, leur progression, parce que aussi, ce sont des résidences d'été pour des marcheurs, des randonneurs et des gens qui aiment la nature. Ouais, en moyenne, c'est 5 000 €, j'ai vu. Ça, c'est dans les Alpes, 5 000 € du mètre carré en moyenne, alors que les prix en France sont autour de 3 000 €, non? C'est ça, voilà. Bon, après, on n'est pas obligé d'aller dans les Alpes. Voilà. Mais si on fait la comparaison avec les stations littorales, c'est un peu la même chose, au bord de mer, c'est exactement pareil. Bon, on rêve 2 secondes en voyant les prix, on cauchemarde, en voyant les prix à Megève, à Courchevel, à Val d'Isère, à Méribel, on est à 13, 14, 15 000 € minimum. Oui, marché d'exception, voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est pas fait pour tout le monde, ce sont surtout des marchés d'exclusion. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le logement de tous les Français. Oui, bien sûr. Et cela aussi, bien sûr. On avait le patron de la forêt immobilier la semaine dernière qui est venu nous voir. Il en ressortait que 2026, selon lui, sera a priori du même acabit que 2025 sur le marché immobilier national dans l'ancien et que finalement la page de la crise était tournée pour l'ancien. Oui, nous on l'a dit, la crise de l'immobilier derrière nous, c'est la crise du logement qui est devant nous, c'est autre chose. Mais pour le marché de l'existant, il a pris des couleurs. On a fait 12% de plus en 2025. Rappelez-vous, j'ai dit sur votre studio l'an dernier, David, j'avais dit qu'on allait On peut retrouver la vidéo. 11% de progression, nous avons atteint 12% de progression. On avait prévu un atterrissage en 940, 950, c'est 945 000, le chiffre exact. Et 2026 alors, qu'est-ce qu'on a dans le marc de café? Voilà, 970 000 à 980 000, voilà ce qu'on projette. C'était une progression. 940 000 à 980 000 Non, de 970 à 980 000 transactions à la fin de l'année 2026. Okay, donc c'est une progression de 3-4%. Je dirais que c'est, voilà, on stabilise autour d'1 million de transactions. Il y a eu un effet de rattrapage et aujourd'hui, on va se situer maintenant dans un redémarrage avec un taux de rotation qui s'approche du taux de rotation moyen que nous avons constaté dans les périodes de stabilisation d'un marché immobilier qui n'était pas sous l'effet d'une euphorie dynamisée par une baisse des taux. Autant les transactions sont reparties clairement en 2025, autant les prix, c'était quoi? C'est 1 à 2% de hausse? 0,8%, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui l'indice des prix de l'immobilier est strictement identique à l'évolution de l'indice des prix de la consommation et les deux aujourd'hui sont corrélés. Et donc c'est un marché qui est redevenu stable et sage. Et sain. Et sain. Ouais. Juste l'inflation en augmentation en 2025. Donc la dynamique enclenchée en 2025 va se poursuivre selon vous cette année, d'autant que maintenant que si on a un budget, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, au moins il y a un budget, ça a le mérite d'exister. Voilà. Et puis je crois qu'on ressort de cette crise, c'était la crise la plus forte amplitude que nous ayons connue depuis l'après-guerre. En passant de 1 200 000 transactions. 1 263 000 transactions. Ah, il est précis, j'aime bien ça. A, au plus bas, 800... On était à 880. Ouais. Mais historiquement, encore une fois, si on oublie les périodes d'euphorie post-Covid, une année à 1 million de transactions, c'est une belle année. Hein. Oui, je crois que c'est cap vers 1 million, je dirais, si le marché n'est pas contraint par notamment une instabilité économique, un relèvement des taux d'intérêt, une inflation retrouvée et notamment une instabilité politique, une absence de décision et d'accompagnement. Mais ce qui va manquer, ce qui sera décisif,
Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les leçons qu'on retire de cette période, c'est avoir une véritable trajectoire pour le logement et une vision politique que nous n'avons pas. On a du tout. Absolument. Depuis nombreuses années. Et je crois qu'il faut modifier cette façon de concevoir la politique. C'est un sujet pour la prochaine présidentielle, quel qu'en soit le moment. Auquel nous serons très attentifs et contributeurs. Juste un petit mot avant de se quitter, Loïc Quentin, sur les villes où les prix augmentent plus vite ou les villes où les prix sont toujours un peu à la traîne. Les villes où les prix ont augmenté le plus rapidement, c'est que, moi je donne toujours cet exemple de Nice. Ouais. Nice qui était une ville qui a été impactée par les volumes, chute de 30% des volumes, mais les prix n'ont jamais bougé, ils ont continué à augmenter. Incroyable. Même pendant la crise. Mais pourquoi ? Parce que... Pas forcément la pénurie, c'est aussi parce que, vous savez, on disait souvent que déjà en 1964, il y a 50% des Niçois avaient plus de 60 ans. C'est une population, en 1964, une population qui est totalement à l'écart des contraintes financières et notamment d'un financement lorsqu'il a vu ses taux relevés. Et aujourd'hui, on est à 80% de plus de 60 ans sur une ville comme Nice. Voilà, donc je dirais que... Donc Nice augmente, les prix augmentent combien en moyenne au mètre carré ? Ils ont augmenté 2 à 3% chaque année. Voilà, les prix continuaient d'augmenter même pendant la crise, alors que les volumes chutaient. Voilà. Et d'autres villes sinon ? En d'autres villes, il y a des villes qui se sont moins bien portées. La ville de Nantes a vu effectivement, sur un espace de 3 ans, des prix chuter, une vraie correction de marché, et qui continue. Alors là, peut-être ce sont d'autres paramètres, l'attractivité de la ville, elle était attractive, on a une flambée des prix, une euphorie. Aujourd'hui, on revient à la raison, avec aussi d'autres paramètres comme la sécurité, comme le déplacement, la circulation. Ça, il y a toujours un très bon paramètre auquel s'associe la FNM, c'est l'enquête faite par Villes et Villages de France où il fait bon vivre. Et on mesure justement tous les paramètres qui contribuent notamment à la définition d'un prix de l'immobilier. Et il y a de multiples critères. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la pierre qui compte, c'est tout l'environnement aussi de là où on souhaite vivre. Si vous deviez acheter pour louer, vous achèteriez où, vous, en tant que patron de la FNAIM ? Je n'ai pas pensé à cette question. Je sais, mais c'est parce que je suis là pour ça. Mais aujourd'hui, je ne ferai plus de passion immobilier. J'arrive pas loin de la retraite. Je crois que... J'ai donné. Voilà, je vais plutôt transmettre à mes enfants. Ça, c'est le sujet. C'est bien aussi. Allez, merci à vous. Entretien donc avec Loïc Quentin, le président de la FNAIM, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci, David.